Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est ça, on attend plusieurs personnes. Alors, c'est un sujet assez chaud. On est tous bien intéressés là, par le financement, puis comment est-ce qu'on peut diversifier et puis avoir un peu d'appui dans ce domaine-là. Alors, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un invité très, 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 très important à la COFA. Hein? On a Luc Como qui est ici aujourd'hui avec nous. Alors, même si on est un petit groupe, prenez avantage. Luc travaille avec nous depuis un assez bon moment et puis a déjà appuyé certains d'entre vous pour de l'accompagnement là, avec les demandes de financement. Alors, il est notre invité aujourd'hui. Alors, on va lui donner la parole dans quelques instants, mais avant de commencer, on va faire la reconnaissance du territoire. Alors, je tiens d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous sommes réunis sur une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Les terres sur lesquelles je me trouve aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Luc. Aujourd'hui, la description des objectifs sont comme vous le voyez ici à l'écran. Sauf qu'après une petite rencontre avec Luc, on a décidé que peut-être qu'on va vous écouter un peu plus que de parler. Alors, je vais laisser Luc expliquer qu'est-ce qu'il a en tête pour vous. En espérant que ça va satisfaire là, tu sais, votre curiosité, puis on essaie vraiment de pouvoir vous appuyer. Donc, prenez avantage des services de Luc. Là, j'envoie une petite promotion pour notre ami Luc parce qu'il est vraiment excellent pour appuyer les membres de notre réseau. Alors, sans plus tarder, Luc, à toi la parole. Alors, je vais te laisser mettre ta présentation. Alors, je vais arrêter mon partage. OK. Alors, vas-y. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis très heureux d'être avec vous. Euh, Ma mère a été bénévole en Alpha pendant 40 ans dans le Nipissing, avec ce qui s'appelait le Centre Alec dans le temps. Le centre de formation Nipissing maintenant. Donc, j'ai grandi en connaissant le réseau et puis l'impact que ça peut avoir sur les gens. Euh, Ma mère demeure une inspiration pour moi, évidemment, dans mon travail quotidien où j'appuie le réseau à but non lucratif dans ses recherches de financement. Donc, aujourd'hui, on va parler de risques et d'avantages et aussi vous écouter sur cette question-là en fonction de comment le financement peut vous aider à mieux desservir votre communauté. Essentiellement, ça fait presque 40 ans depuis mon engagement à l'Orignal des Chênaies à l'Université Laurentienne en 87. J'ai écrit une demande de subvention pour avoir un ordinateur pour que le journal étudiant puisse augmenter sa production. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, mais toujours avec le lien d'obtenir des ressources. Donc, financement gouvernemental, vente, commandite, revenu autonome, c'est des domaines que j'aime beaucoup parce que ça permet d'offrir les ressources à la communauté dont la communauté a besoin. Euh, je vous parlais de 87 depuis 2016, suite à mon passage à l'AFO pour le 400e de la présence française en Ontario. Je suis redevenu travailleur autonome, spécialiste en financement. Je travaille avec l'AFO 2 jours semaine et je les appuie dans leur stratégie de financement, mais le reste du temps, je fais de la formation, de l'accompagnement et puis de la rédaction de dossiers pour des clients. Je viens tout juste de m'associer à l'Académie de leadership et de gouvernance de l'Université de Sudbury cet été, qui offre des programmes et des cours. Et puis, de plus en plus, entre autres grâce à mon mandat avec la COFA, j'accompagne les organismes pour renforcer leur capacité, pour que les boîtes aient dans leur opération la capacité d'aller chercher du financement. Donc, c'est vraiment mon rôle sur le marché en Ontario français. Je gagne ma vie à épauler les organismes dans ce domaine-là.
J'aimerais, si possible, qu'on fasse un rapide tour de table. J'aimerais connaître votre nom, votre prénom, l'organisme, le territoire ou la ville que vous desservez, mais surtout vos attentes envers la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ce serait possible, Guylaine ou Oui, Yasmine, de coordonner le tour de table? oui, absolument. Alors, moi, je vois à côté de Luc, Ginette Giroux. Alors, si tu veux te présenter, ah, t'es la première, vas-y. Ah, bonjour, je m'appelle Ginette Giroux, puis c'est le centre d'ABC communautaire ici à Welland, Ontario, dans la région du Niagara. Excellent. Merci, Ginette. Avec Ensuite, plaisir. à côté de Ginette, c'est Annick Boucher. Bonjour, je suis Annick Boucher. Je suis officiellement coordonnatrice du Collège boréal du Centre des pour adultes à New Liskeard. Mais en même temps, je desserre le territoire de Temagami à Kirkland Lake. Mes attentes envers cette communauté, c'est sûr que c'est toujours d'en apprendre davantage, mais c'est aussi parce que je porte un autre chapeau de bénévole comme présidente de l'ACFO, puis ça me donne de l'information pour ça aussi. Excellent. Merci, Annick. Ensuite, on va aller avec Tiziana. Bonjour, je suis Tiziana, je suis la directrice du Centre d'éducation et de formation pour adultes, l'acronyme CFA, à Sault-Saint-Marie, Ontario. Je sais Excellent. pas pourquoi j'ai dit Ontario, mais bon. C'est quoi tes attentes aujourd'hui? Je veux savoir plus d'informations pour avoir la chance de diversifier nos ressources à notre centre. OK, excellent, excellent. Puis maintenant, on va passer à Fali. Bonjour, bonjour, Oui, bonjour. Vas-y. bonjour. Oui, mon nom est Fali. Je suis formateur au Centre de formation pour adultes de Greenstone. Je suis ici pour apprendre davantage sur les financements et quels sont les pièges à éviter. Excellent, Et comment excellent. monter un bon dossier et comment éviter les pièges. Parfait. Merveilleux. Alors là, Joanne, vas-y, à toi la parole. Moi, c'est Joanne Allaire. Je suis coordonnatrice du Centre Formation Plus à Chapelot. Euh, on est un centre francophone pour les adultes et on aimerait desservir aussi. On a fait un sondage pour desservir le petit village qui est près de nous à Folliette. Donc, j'aimerais en connaître plus la diversité du financement pour nous aider de ce côté-là. Excellent. Merci, Joanne. Sylvie. Oui, bonjour tout le monde. Sylvie Leclerc, directrice générale du Centre Moi J'apprends. Centre Moi J'apprends, nous avons plusieurs sites dans l'Est ontarien. Euh, Moi, mes attentes, moi, j'adore faire des demandes de financement et j'aime beaucoup avoir le soutien de Luc. On a travaillé conjointement sur deux demandes. Moi, mon défi, c'est que j'ai trop de projets puis je sais pas comment faire pour aller chercher quel financement que je pourrais aller chercher pour coller avec les projets que j'ai. C'est toujours un défi que j'ai, puis j'ai de la difficulté à dire, OK, j'ai tel projet, mais où est-ce que je pourrais aller chercher le financement? Ben, j'aimerais ça, s'il y aurait des pistes de réflexion là-dessus. Merci. Parfait. Merci, Sylvie. Lynn, vas-y. Bonjour, moi c'est Lynne de Montigny. Je suis gestionnaire de projet et formatrice à la Route du Savoir. Nous, on est dans le Grand Kingston, donc on dessert quand même un grand territoire, mais quand même plus centralement à Kingston. On a une belle clientèle. Nous, on a mis plusieurs projets de formation, ça va bien jusqu'ici. Mais comme tous les autres organismes, le financement, c'est un peu le nerf de la guerre, surtout si on veut avancer vers de nouveaux projets. Donc, moi, j'aime bien les finances. D'ailleurs, j'enseigne finances personnelles aussi. Et j'aime bien ça, mais je trouve que même en regardant plusieurs sites dont on avait l'habitude de voir des programmes de financement, je trouve qu'ils sont moindres ou presque inexistants. Donc, j'espère apprendre des bonnes nouvelles aujourd'hui, à savoir où est l'argent. Oui. Merci, oui, excellent. Maintenant, on va passer la parole à Marie-Claude.
Bonjour, moi c'est Marc-Claude Rodrigue, je suis directrice générale pour le centre de formation à Hearst. Mes attentes pour aujourd'hui, c'est vraiment juste aller chercher de l'information supplémentaire pour nous aider à diversifier là, notre financement. Parfait. Excellent. Nancy, à ton tour. Oui, Nancy Rivard, je suis formatrice et agente à la programmation à la COFA. Puis, j'habite dans le nord de l'Ontario, là, même si mon entreprise est basée là, à Ottawa. Donc, ça me fait voir deux différentes réalités. Puis, je participe à la communauté aujourd'hui, justement, là, pour voir le financement s'il est utilisé en part égale partout ou qu'est-ce qu'on peut faire là, pour se faire voir là, dans le nord de l'Ontario. Excellent. Merci, Nancy. On a quelques formatrices, là, incluant Nancy, de présentes aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à ces formatrices-là pour qu'ils puissent dire bonjour puis expliquer qui elles sont. Alors, Doua, vas-y. Oui, merci Guylaine. Bonjour. Donc, moi, je suis Douaa Baklouti. Je suis formatrice au programme de la formation à distance à la COFA et agente de liaison aussi. Donc, je suis aujourd'hui présente, peut-être pour aussi approfondir mes connaissances sur les stratégies de financement, mieux comprendre ces défis de financement. Je dirais aussi peut-être découvrir des approches novatrices pour soutenir les projets et les prestations des OLB. Voilà. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Francesca, à ton tour. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Francesca. Alors, comme mes collègues, je suis formatrice pour la FAD, la formation à distance de la COFA, et puis responsable du développement de cours. Et voilà, donc je suis là, j'écoute, j'apprends, c'est pour apprendre un peu. Ce n'est pas vraiment, je ne Excellent. suis pas vraiment touchée là directement par ce domaine du financement, mais quand même indirectement, oui, on est tous. Excellent. Oui. Mm. Peut-être possiblement la possibilité de développer un cours sur le développement de la rédaction de subventions. Ah oui, ah, oui, oui. Ouais, bonne idée, Guylaine. Qatar, c'est à toi. Merci Guylaine. Donc, je suis Kautar. Je suis également formatrice au programme FAD de la COFA. Donc, pour moi, pour aujourd'hui, comme a dit Francesca, c'est pas lié à nous directement, mais ça va me donner des idées sur comment diversifier les sources de financement pour, pour nos projets ou bien. C'est ça. Excellent. Merci. Bravo. Merci, Qatar. Doris, à toi la parole. Merci Guylaine, bonjour tout le monde. Alors, je suis Doris, je suis formatrice à la COFA comme mes collègues. Donc, je suis là juste à titre informatif pour avoir plus d'informations sur les financements. Donc, c'est ça, OK. merci. Merci beaucoup. Puis là, je vais demander à Yasmine de se présenter parce qu'elle est ici. Elle est toujours ici, puis la plupart de vous, vous la connaissez, mais je veux quand même qu'elle se présente. Vas-y, Yasmine. Merci Guylaine. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Yasmine Kayad. Je travaille comme adjointe administrative à la COFA. Et je suis là, toujours je suis là pour apprendre, pour vous écouter. C'est ça. Merci, merci. De rien. Alors, Yasmine nous prête main forte dans toute l'organisation de nos communautés de partage et de pratique. On est chanceuse de l'avoir. Alors, je pense que j'ai fait le tour. À moins que j'ai oublié quelqu'un, vous pouvez me faire signe. Euh, Sinon, je repasse la parole à Luc. Merci beaucoup. Au niveau des objectifs, suite à la discussion, on avait les objectifs cadres tantôt. On a taillé sur mesure des objectifs d'apprentissage pour la session d'aujourd'hui. Je vais faire un survol des 4 chantiers du financement, dont les subventions, les dons, les commandites et puis les ventes de services reliés à la mission, mais qui génèrent des revenus. On va explorer les défis et les risques reliés à ces 4 volets-là du financement. Mais surtout, je veux animer des discussions puis aider à identifier des pistes d'action qui vont aider les centres dans les communautés à aller de l'avant. Donc,
En partant, il y a une différence entre le financement et les finances. Essentiellement, les finances, comme, quel est ton prénom à Kingston? Tu enseignes en finance, donc tu le sais, l'ensemble des revenus, des dépenses, des actifs, les passifs, le solde, les états, les résultats, les états financiers vérifiés, le budget, ça, c'est les finances d'un organisme. Et puis, évidemment, le financement, c'est vraiment le côté revenu de tout ça. Donc, les fonds, les ressources qui permettent à l'organisme de fonctionner puis de desservir la communauté. Puis, évidemment, le but, c'est d'aller chercher les fonds que ça prend pour réaliser la mission, les projets, les programmes de l'organisation. Si vous avez des défis de financement, vous n'êtes pas seul. Il y a 180 000 organismes bénévoles au Canada. Il y a un organisme qui s'appelle Imagine Canada qui chapeaute le secteur et qui fait des études. Et le sous-financement des opérations et des projets, c'est souvent la question la plus difficile ou la plus prioritaire pour le secteur bénévole. Quand on dit secteur bénévole, il y a des organismes à but non lucratif, des organismes charitables, des organismes qu'on appelle bénévoles dans le sens où ils n'ont pas d'employés. Tu sais, si un comité local est un organisme, mais ils n'ont pas d'employés, ils ont un budget de 50 000, ils font un camp d'été, par exemple, à New Liskeard. C'est pas tous les organismes qui ont des employés, mais on partage tous dans ce secteur-là la différence avec le secteur privé, que notre vocation, elle est de desservir la communauté selon notre mission. On peut faire des profits, accumuler des surplus, faire des réserves même pour l'avenir, mais le but fondamental, c'est pas de faire des profits. C'est vraiment, même si on fait de l'argent en surplus, avec des succès de financement, c'est de desservir la communauté selon la mission qu'on s'est donnée. Dans les fameuses lettres patentes, certificats d'incorporation, tout ça, on appelle ça les objets de la corporation. Un organisme comme le vôtre a une mission qui est tirée de ces papiers légaux-là, qui sont soit enregistrés avec la province ou avec le fédéral. Donc, parlons de ces 4 chantiers-là rapidement. Premièrement, au niveau du financement gouvernemental, il y a importance que lorsqu'on fait des démarches dans ce secteur-là, que les projets correspondent aux priorités des programmes et au financement public. Vous avez une bonne expérience de votre entente annuelle avec le ministère ontarien qui chapeaute votre secteur. Donc, il y a des fonds récurrents. C'est pas sans défi. Normalement, c'est pas assez. Et puis, il y a des exigences de reddition de comptes, envoyer des rapports, d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Mais dans ce chantier-là, il y a quand même énormément de potentiel. On va chercher des subventions de projet ou, comme c'est dans votre cas, la subvention principale, une subvention récurrente de fonctionnement. Donc, il y a plein de choses à explorer de ce côté-là. Au-delà de ce bailleur de fonds-là principal, la plupart des organismes ont une source principale. On arrive plus ou moins bien à desservir la clientèle et répondre à la demande. Lorsqu'on va au-delà de ça, normalement, c'est parce qu'on veut desservir plus de gens et puis on a besoin de plus de revenus pour actualiser sa mission. Ça peut être pour desservir des clientèles qui ne sont pas inclus dans l'entente avec le bailleur de fonds principal. Ça peut être pour réagir à des changements, comme exemple à Greenstone, l'arrivée de beaucoup de nouveaux travailleurs avec l'ouverture d'une mine, créer des nouveaux besoins, par exemple. Donc, on va au-delà de la subvention principale lorsqu'on veut vraiment répondre à d'autres besoins. La stratégie en financement gouvernemental, c'est de travailler avec les fonctionnaires, soumettre des projets et identifier régulièrement les programmes qu'on pourrait considérer et puis faire des choix éclairés en termes de notre organisme peut peut-être faire une demande de financement de projet par année ou 3 ou 6. Il y a des organismes qui en font 12. Ça varie selon la taille de l'organisme, les besoins de la communauté. Mais essentiellement, la stratégie, c'est de vraiment rester à l'écoute, puis lorsqu'on voit un programme qui répond aux besoins de notre communauté, investir l'effort pour monter le dossier. Donc, c'est vraiment la décision d'affaires qu'on prend. Et les gens que j'ai accompagnés à date là, ont tous plus souvent dit non que oui. Mais lorsqu'on voit des opportunités, comme par exemple, il y a un programme d'appui aux aînés avec une tombée du 18 décembre. On est le 12 novembre, donc c'est dans 4 semaines et demie. Est-ce que c'est opportun de desservir les aînés francophones dans notre communauté avec un projet et est-ce qu'on a la capacité de monter une demande de 25 000 qui finance 12 500 en salaire?
d'ici le 18 décembre, vous n'êtes pas capable de décider ça immédiatement tout de suite, mais si vous avez un projet en tête, puis vous regardez le programme, vous êtes probablement capable de décider, OK, non, j'ai le temps ou non. On est tellement occupé en novembre-décembre qu'on doit attendre peut-être le prochain programme qui est Nouveaux Horizons pour les aînés en septembre prochain, puis faire la demande à la fin de l'été. Donc, cette décision-là, d'écrire la demande ou non, elle vient du fait que ça prend de 2 à 6 jours à monter le dossier. Même moi-même qui en fais quotidiennement, j'en écrivais une ce matin, ça me prend 2, 3, 4 jours pour chaque dossier. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'effort que ça prend. Il y a plein d'astuces pour rendre ça plus efficace. J'offre des formations dans ce contexte-là, mais aussi dans l'accompagnement que je fais pour le compte de la COFA avec les organismes membres de la COFA. Je transfère ces astuces et ces trucs-là aussi. La grosse question, puis on en entend parler dernièrement dans le réseau parce que, entre autres, Sylvie, qui a l'habitude d'écrire des demandes, a essuyé 2 refus successifs sur des projets que moi je jugeais excellents. Il faut toujours essayer de tirer des leçons, mais chose certaine, lorsqu'on bâtit un dossier puis il est refusé, on a créé un actif avec une description des résultats, un plan de travail, un budget, une volonté vraiment de faire quelque chose dans la communauté. Et puis, on peut peut-être l'adapter et le proposer à un autre bailleur de fonds. Donc, du côté du financement gouvernemental, ça peut être épeurant, mais moi, je suis là pour vous dire que n'importe qui a une belle mission, des besoins dans sa communauté et une volonté peut le faire. J'ai accompagné le centre de Greenstone dans la préparation de 2 demandes dans les derniers 6 mois. Et puis, France a réussi à bâtir le dossier et il était exemplaire, même si c'était ses premières rédactions de demande de financement dans sa longue carrière. Donc, c'est vraiment possible de le faire. Il y a évidemment des ressources. Pour ceux qui cherchent à trier les options puis les possibilités, il y a l'infolettre AFO. Je vais vous faire parvenir le lien pour l'abonnement. C'est une infolettre qui sort chaque 2 jeudis, que moi-même et Roger à l'AFO, on bâtit ensemble, on dépiste les programmes qui sont intéressants pour l'Ontario français, pour les organismes. Et puis, essentiellement, vous recevez le titre du programme, une courte description, puis le lien. Et puis, il y en a comme 5 à 12. Vous passez 5-10 minutes chaque 2 jeudis à faire non, non, non. Ah, peut-être. Ah, oh, intéressant. Cliquez peut-être un lien. Puis, aux 2 semaines, vous prenez peut-être 1 ou 2 analyses de même pour peut-être faire au fil de l'année sur la centaine ou la 150 opportunités qu'on vous propose, en faire soit 1 ou 3 ou 6, ou que vous décidez de faire la soumission. Fait qu'il y a l'infolettre auquel vous pouvez vous abonner. C'est gratuit et puis ça implique 5-10 minutes chaque 2 semaines d'analyse, de lecture, mais ça vous permet de voir si vous êtes en mesure de bâtir et soumettre une demande. J'ai aussi un dossier formation où j'ai des gabarits, des ressources, des diapos de d'autres formations. Les diapos d'aujourd'hui vont être envoyés prochainement par Guylaine pour que vous ayez le contenu. Fait que ceux qui aiment prendre des notes, prenez-le. Moi, ça m'aide beaucoup à suivre les présentations puis les discussions, mais vous allez aussi avoir le PDF. Et puis, évidemment, l'accompagnement à travers le COFA. Je suis en mesure de vous appuyer, faire des rencontres, vous aider à choisir les programmes, discuter des astuces, des défis, des obstacles. Je peux relire la demande avant que vous la soumettiez. Et quand je fais ça, moi, je me mets dans les souliers du jury de sélection. Je regarde la grille d'évaluation, puis je vous fais des suggestions pour renforcer votre dossier, pour avoir des meilleures chances de succès. Puis je peux vous appuyer aussi dans les 3 autres chantiers, le vente de programmes et services, dons et commandites aussi. Ça, c'est une nouveauté. Donc, vous allez recevoir les liens pour ces 2 éléments-là. À vous la parole maintenant. Parlez-moi des défis que vous rencontrez par rapport au financement gouvernemental. Je suis à l'écoute. Mais ça a l'air qu'il n'y en a pas de défi, Luc. C'est pas vrai. C'est tellement une grosse question qu'il faut s'organiser pour notre Oui, réponse. oui, il faut y songer.
mais n'hésitez pas. Qu'est-ce qui rend ça pénible pour vous? Qu'est-ce qui rend ça facile pour vous? Comment vous vous sentez par rapport à est-ce que votre organisme a besoin de plus de subventions? Euh, je veux vraiment vous écouter là, par rapport à ça. Mais moi, je te dirais comme présentement, le financement, on arrive. Tu sais, c'est sûr qu'on en voudrait plus, mais comme on s'en sort. Mais là, faudrait que si que je veux desservir la communauté de Folliette avec le même budget, ben là, c'est ça va prendre un autre revenu, là, c'est certain. Puis c'est d'aller chercher comme une subvention comme ça qui pourrait m'aider à faire quelques projets comme ça à Folliette. C'est ça, une première réaction, ça serait de tenter d'aller chercher quelque chose sur 2 ou 3 ans plutôt qu'un. Souvent, les subventions de projet vont donner de l'argent pour comme 6 mois ou un an. C'est le fun de prendre ça puis partir un nouveau service. Mais si au bout de l'année, il faut fermer le service parce qu'il n'y a pas de subvention ou de ressources, euh, il faudrait plutôt viser un processus où est-ce qu'on a 2 ou 3 ans de financement puis aller chercher une plus longue durée. Et puis, faire une démarche pour tenter d'augmenter la subvention de base avec le bailleur de fonds principal, par exemple, au bout de ce 2, 3 ans-là. Quelqu'un d'autre? Je vais flipper le narrative, comme on dit à Sturgeon Falls, d'où je viens. Je vais mettre Tiz sur le spot. Je sais que tu as eu des succès avec des demandes de financement, entre autres EDSC Accessibilité, qui finance des projets d'amélioration de l'accès. Euh, quels sont tes meilleurs secrets, tes meilleures recettes, Tiz, pour avoir du succès? Je sais pas si j'ai du succès. Des fois, j'ai des rejets aussi, mais je sais pas. C'est vraiment, je pense que j'ai eu la chance pour, pour mes projets, mais moi, le défi, c'est toujours le temps de faire les demandes, OK. mais j'essaie d'avoir au moins une demande, un projet par an, puis exécuter une demande, puis faire une demande pour l'année prochaine. C'est très difficile. Puis aussi, un peu comme Joanne parlait, j'aimerais continuer ces projets. Donc, trouver une demande, un autre bailleur de fonds qui peut peut-être jumeler ou s'ajouter à un projet. Ça prend un peu plus de temps pour planifier, de voir qu'est-ce que c'est à faire. Donc, j'ai ça comme défi. Puis, vraiment, les 4, 5 semaines, je sais pas pourquoi ils font ça. Ça passe tellement vite. Donc, moi, Ouais. j'aimerais peut-être changer de stratégie l'année prochaine, de peut-être avoir plus un projet en tête, puis trouver le bailleur de fonds qui pourrait accompagner. Parce que j'ai toujours, comme par exemple pour les aînés, c'est une que on a une association ici qu'on aimerait offrir plus de services, mais dans les 4, 5 semaines, un peu comme le dernier, là, je sais, je suis un des organismes qui n'aura pas le temps Ouais. de appliquer. Donc, je suis trop occupée en ce moment. Donc, peut-être avoir plus une idée en tête, parler avec les personnes de ce club-là pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin et peut-être juste aller trouver après le bailleur de fonds. Comme ça, j'ai plus que 5 semaines pour me préparer. Ça, c'est excellent. Il y a Ouais. déjà une histoire à succès qui ressemble à cela dans le réseau. Le centre de formation de Nipissing, l'été dernier, alors que Yahi avait un peu plus de temps, on a fait une démarche, moi et lui. Il a identifié 3 idées de projet et puis j'ai fourni un gabarit pour faire ce qu'on appelle, à Sturgeon Falls encore, un one-pager. C'est un résumé de projet d'une page et demie à peu près avec la description, les résultats, le plan de travail, les grandes lignes du budget. C'est vraiment comme un genre de mini description du projet. Et il en a fait 3. Et là, lui se sert de ces contenus-là pour magasiner les programmes. Donc, dans ta stratégie, si tu as, genre, si d'ici la fin mars, par exemple, tu aurais 3 résumés de projet, tu pourrais choisir le meilleur programme pour le meilleur projet lorsqu'il apparaît dans l'infolette de la FO, par exemple. Ça a été un processus
Yaye pourrait t'en parler, là, mais on a passé assez rapidement de une idée avec une session de travail où je lui ai donné des orientations. Ensuite, il a fait de la rédaction, j'ai fait une couple de suggestions, puis boum, le premier était fait. Donc, sur une période de 4-5 semaines à temps perdu, on a réussi à lui bâtir. C'est comme des mini-actifs, c'est pas une demande complète, mais ce qu'il y a dans mon gabarit de résumé, c'est l'essentiel de ce qu'on transfère dans le formulaire lorsqu'on trouve un programme qui match. Fait que c'est peut-être une stratégie qu'on pourrait faire pour des organismes qui n'ont pas nécessairement le temps de réagir dans une période de 4 semaines. La réalité, c'est qu'il y en a même qui sortent avec 3 semaines d'avis. Euh, c'est très rare qu'on dépasse le 5 semaines. Puis ça ressemble aussi tu sais, les subventions ressemblent un petit peu à quand la municipalité fait des tenders ou des requests for proposal pour le déneigeur des cours municipales, par exemple. Le secteur privé a comme 3 semaines pour qu'ils calculent leurs coûts puis tout ça, puis ils font une soumission. Et puis, il y a comme une tendance à donner comme 3, 4, 5 semaines maximum. Et puis, que les meilleurs organisés, ceux qui sont le mieux préparés, puis avec le meilleur dossier gagnent. Heureusement, en subvention, il y a toujours des listes de récipiendaires. C'est pas comme la municipalité où tu as comme un déneigeur qui gagne le contrat, puis les 22 autres qui ont soumis, ils n'ont rien, là. Mais c'est quand même le même processus avec le même stress. Donc, si on est préparé avec des projets qui sont plus définis, qui répondent aux besoins de la communauté, comme par exemple si les aînés disent, nous, ce qui nous manque, c'est ceci et cela, et on met ça en place. Quand le programme passe, là, tu prends peut-être la décision, OK, on va tenter notre chance, plutôt que le laisser passer par manque de temps. Merci, Tilde. Je t'ai mis sur le spot, tu as super bien réagi. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vivent des frustrations par rapport au financement gouvernemental? Moi, je chiale souvent ma conjointe par rapport au financement gouvernemental, mais c'est parce que je suis là-dedans tout le temps. Excellent. Donc, on a fait le tour d'un premier jardin. Prenons une petite pause, là. 10 secondes. C'est quand même... Communauté de partage, c'est du nouveau contenu, c'est des idées qui circulent. Des fois, c'est dur à recevoir, des fois, c'est pénible, des fois, c'est plaisant. Aucune idée. Moi, j'adore discuter de tout ceci, mais évidemment, il faut s'assurer qu'on détermine quels sont les meilleurs suivis pour notre organisme à nous. Allons-y vers le deuxième chantier, la programmation d'activités viables et rentables. Essentiellement, il y a des organismes dans la communauté qui vont offrir des services gratuitement. C'est votre cas. Quelqu'un qui débarque chez vous, qui veut avoir accès à de la formation, a accès gratuitement au service. C'est presque toujours le cas dans le domaine de l'apprentissage à vie. Mais vous avez des exemples dans votre communauté. Exemple, le centre communautaire qui fait un spectacle et puis c'est 20 le billet. Le camp d'été ou le camp de mars pour les élèves et les parents payent 150 pour la semaine, par exemple, pour un camp au mois de mars. Ce sont là des exemples d'activités qui sont offertes par des organismes selon leur mission. Exemple, favoriser la vitalité de la communauté francophone. Mais ça a beau être lié à leur mission, ils génèrent des revenus avec. Donc, il y a peut-être un potentiel pour votre organisme d'offrir des activités qui génèrent des revenus. Il y a Belle Lurette à Sault-Sainte-Marie, il y avait un projet de formation linguistique pour les employés des gouvernements à Sault-Sainte-Marie pour les bureaux régionaux parce qu'il y avait personne qui offrait français langue seconde à des fonctionnaires. Le projet avait été exploré et puis je crois qu'il a été mis de côté parce que c'était pas rentable, mais c'est un exemple de service qui pourrait en principe être offert si dans votre communauté, il n'y a personne qui offre de la formation linguistique. C'est peut-être une idée à explorer. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez faire des camps d'été ou des spectacles parce que quand vous lisez votre mission, le lien n'est pas direct.
mais avec la mission de votre organisme, à l'extérieur de ce que vous faites dans votre mandat principal avec la province, il y a peut-être certaines choses qui seraient faisables de charger de l'inscription pour aller chercher des revenus. Pour faire ça, il faut définir c'est quoi ces revenus-là, est-ce que c'est faisable? Puis essentiellement, le tri là-dessus, c'est très simple. C'est si c'est lié à votre mission, vous avez le droit de le faire. Si votre conseil d'administration parle d'ouvrir un Tim Hortons pour générer des revenus, ben là, ça, c'est peut-être moins lié directement. Bien que supposer que c'est rentable, mais peut-être que comme gestionnaire, vous n'avez pas envie de passer 16 heures par jour à gérer un Tim. Année après année. Donc, c'est pas toujours évident, mais les gens, des fois, ont des questions, genre, vu qu'on est à but non lucratif, est-ce que c'est légal de faire des activités qui génèrent des revenus? La réponse, c'est oui. D'abord que c'est lié à votre mission. Il y a une différence entre faire des activités comme ça qui génèrent des revenus et puis obtenir des dons. Parce que essentiellement, lorsqu'on fait des activités lucratives comme ça, on est en train d'offrir un service ou un programme et les gens payent au moins en partie. Des fois, il y a des subventions et des inscriptions qui génèrent le revenu, mais les gens payent et ont accès à un service. Tandis que lorsqu'ils font un don, c'est vraiment une contribution motivée par leur volonté de vous aider à atteindre votre mission. Les limites fiscales pour les revenus autonomes, c'est pas compliqué. Vous avez le droit comme organisme de générer des revenus, les mettre dans vos états financiers et puis vous en servir comme bon vous semble dans l'atteinte de votre mission, alors que souvent les subventions, comme vous le savez dans votre mandat principal, il y a des choses, vous pouvez desservir tel type de clientèle, pas celle-là, il y a des règles strictes. Tout le côté des 3 chantiers, vente de programmes, dons et commandites, les fonds ne sont pas attachés de la même manière. Donc, si vous générez ce type de revenus-là, ça peut payer pour des choses que le ministère ne veut pas payer dans, ou si vous avez un besoin spécifique au niveau de technologie, par exemple. Les fonds qui ne sont pas liés comme ça, il n'y a pas de limite fiscale, puis il n'y a pas de limite dans la manière que vous pouvez le dépenser. Vas-y, Sylvie. Oui, je vais juste baisser ma main. C'est ça. Comme nous, je ne sais pas si ça rentre là-dedans dans le chantier 2, c'est que nous, à l'occasion, on a des apprenants sur WSIB, sur l'accidenté au travail, mais qui demeurent au Québec, mais qui n'ont pas le service de formation pour ces gens-là, fait qu'ils nous les réfèrent, mais nous, on les facture. Oui. Parce qu'on rend un service, mais par contre, ces gens-là, on ne peut pas les mettre sur la base de données de notre ministère parce que c'est des gens qui ne demeurent pas en Ontario, mais ça me permet, moi, d'aller chercher un petit peu de sous de cette façon-là. Est-ce que c'est un dossier genre frontalier parce que tu es proche de... Oui, je suis proche de la frontière. Comme Hawkesbury, je suis proche de Glenville, Québec. Oui. Et à Ottawa, j'ai des gens de Gatineau. OK. Donc, possiblement pour Ville-Marie, Rouyn-Noranda, il y aurait une possibilité de faire la même chose. Et là, ces revenus-là vont dans tes revenus de l'organisme et tu peux t'en servir. Oui, tu mets du temps des employés pour faire le travail, mais ces revenus-là te permettent de investir ailleurs. Oui. Comment ça se passe pour toi? C'est ça, mais c'est certain que c'est pas des grosses sommes que je vais chercher, mais quand même, c'est quand même un surplus là, qu'on n'avait pas budgété. Fait que nous, on a une réserve qu'on met de côté, puis on met ces sous-là dans la réserve. OK. Et ta motivation de créer une réserve, c'est quoi? Mais c'est quand on a un manque à gagner dans notre budget. OK. C'est Donc, ça. on est moins stressé sur Oui, l'équilibre budgétaire toujours. Si on c'est a un ça. petit coussin, Oui, excellent. L'idéal, c'est d'avoir n'importe où entre 3 et 6 mois d'opération dans un coussin, une réserve, qui ferait en sorte qu'on aurait un peu de temps pour se revirer de base si jamais il y a un gel. Tu sais, si on change de gouvernement en Ontario puis il gèle les subventions pour 3 mois et puis votre cash flow est devenu critique, puis votre CA veut quand même continuer les services parce qu'ils sont confiants que ça va se résoudre,
ils peuvent décider de voter 3 mois de réserve pour continuer les opérations. Puis au pire, si ça tombe, la réserve va être dépensée. Puis si ça se rétablit, on va retourner l'argent à la réserve. Donc, c'est des méthodes de gestion qui font en sorte que la communauté n'a pas besoin de subir le manque de services. Et comme gestionnaire, on se sent beaucoup mieux lorsqu'on sait qu'il y a un petit peu de rainy day fund, comme on dit à Sturgeon, qui peut nous aider en cas de situation difficile. Tu sais, dans la vie des organismes au Canada, il y a des périodes difficiles. COVID en est un excellent exemple. On l'a tous vécu récemment. Mais il y a des choses qui peuvent arriver et puis qui rendent les choses plus difficiles. Donc, évidemment, si on a un petit peu de revenus autonomes ou des réserves, on a plus de marge de manœuvre. Puis, il y a plein d'exemples partout en province de modèles de revenus autonomes comme ça qui sont réussis. Il y a des organismes où la proportion de financement, elle est comme 40, 50, 60% le gouvernement et le reste, c'est des dons, des commandites, des revenus générés dans la communauté. Et puis, ces organismes-là se sentent moins dépendants de, c'est comme une souris qui couche à côté d'un éléphant, là, tu veux pas trop qu'elle bouge là, pendant que tu dors. Des fois, on se sent comme ça quand on a une source principale de revenus, que s'il y a un changement dans les règlements de cette affaire-là, on va peut-être pas arriver nous autres. Donc, quand on réussit à se diversifier davantage, c'est un des avantages. On a parlé de risques et avantages. C'est un des avantages, on se sent plus confiant puis moins stressé comme gestionnaire. Et puis, évidemment, il y a des risques. Le risque, c'est le temps qu'on met pour développer ces revenus-là. Autant les subventions que ceux-ci, que les dons et les commandites. Mais il y a moyen, puis ça, je peux vous accompagner de manière personnalisée selon vos questions par rapport aux 4 chantiers. Je peux vous aider à trier ces questions-là. On peut faire même une première session de 30 minutes où on regarde votre situation, je regarde vos états financiers, on regarde votre possibilité dans les 3 domaines, puis je vous fais des suggestions très précises. Vas-y, Sylvie. Oui, j'avais juste un autre, je t'écoute, Luc, j'avais juste un autre commentaire, peut-être à dire à mes collègues, de faire attention de ne pas faire du double dipping avec notre ministère. C'est que si on les met dans la base de Oui. données, qu'on est financé et qu'on a un projet, faut faire attention. Et moi, de deux, je suis très transparente, moi, avec ma conseillère, avec le ministère, comme si je vais chercher financement ailleurs, je l'habille, je l'informe du projet. Fait qu'elle sait que je suis pas en train de manigancer quelque chose en arrière de son dos, là. Puis des fois, je vais même lui dire, écoute, j'ai tel projet, est-ce que je peux prendre de mes apprenants, les apprenants qui me financent, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ce projet-là? Elle va me dire, oui, Sylvie, tu peux aller de l'avant, il n'y a pas de problème ou non. Donc, on travaille bien en équipe, puis je suis très transparente, moi, avec mon ministère. Excellent. La question du double dipping, elle est très simple, c'est utiliser la même service puis le facturer à 2 ministères. Évidemment, il n'y a jamais d'intention de faire ça. Il faut juste mettre en place les bases de données, les structures pour éviter. Quand il y a des vérifications comptables, des dossiers dans les organismes, les ministères sont à la recherche d'être rassurés qu'il n'y a pas eu de mauvaise utilisation de fonds. En général, le secteur à but non lucratif, on a tellement peu de ressources qu'on est des pros pour maximiser comment bien le dépenser. Fait que c'est rare qu'on fait du double dipping, même pas intentionnellement, ça arrive presque jamais. Mais évidemment, pour l'éviter, c'est comme une bonne police d'assurance. On tient des bonnes bases de données, puis comme Sylvie disait, on fait preuve de transparence avec notre bailleur de fonds. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire de ce côté-là. La stratégie, c'est vraiment, quand on conçoit une nouvelle activité, il faut que ça réponde à des besoins, idéalement des besoins criants de la clientèle, donc une capacité volonté. En Ontario français, dans les organismes communautaires, j'utilisais tantôt le mot parent. S'il y a des besoins dans la communauté, souvent, c'est les parents et les familles qui vont s'intéresser à activer ce service-là soit pour leurs parents à eux, pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Donc, je vous invite à penser, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous voudriez faire des actions et puis que les budgets familiaux des gens dans votre entourage seraient mis à contribution pour aider à financer l'activité?
Puis évidemment, c'est comme un nouveau projet, c'est comme un petit start-up, comme si on partait d'une petite entreprise. Disons qu'on décide de faire une activité pour laquelle on chargerait des frais d'inscription. Il faut figurer si c'est rentable ou non, avant même de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Je peux vous aider avec ça aussi. Mais basically, c'est combien ça va coûter, combien d'argent on peut générer, y a-tu comme combien qu'on chargerait pour l'activité? Est-ce qu'on pense que si on le fait pendant un an et que ça a lieu à chaque trois mois, qu'au bout d'un an, on arriverait à être kiff-kiff? Et puis, comment on s'y prendrait pour faire la promotion, pour générer les revenus? Puis comment on fait un petit peu le marketing avec les moyens du bord, soit une infolette, soit de la promotion, des affiches locales. C'est vraiment les éléments clés là, pour ça. Donc, à vous la parole là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont fait, à part l'exemple de Sylvie? Et si oui, avez-vous rencontré des défis ou des succès? C'est moins fréquent dans votre créneau, donc c'est possible que ça soit peu développé. Pas preneur, c'est pas grave. Moi, je te Oh, oui, dirais allez-y. que Vas-y, euh, Joanne. quand c'était le temps du COVID, on offrait ici des cours de peinture, des cours de tissage suédois, des cours de dessin. Puis maintenant, il faut vraiment relier nos cours à l'emploi. Mais la communauté redemande de ces cours-là. Les autres, ils manquent ça, ces petits. Ah, Tu sais, c'est quand ils étaient tous ensemble, puis ça faisait du social, puis tu sais, comme réagir ensemble, tout ça. Fait que là, ma gestionnaire m'avait dit, tu peux encore les offrir, mais tu peux pas prendre l'argent du ministère pour faire ces choses-là. Donc, on a des projets qui vont commencer en janvier. Ça va génial. être payant. Est-ce qu'on va faire de l'argent avec ça? Je ne sais pas. Mais au moins, les gens de la communauté vont avoir des projets qui leur manquent, là, qui étaient offerts auparavant. OK. Puis, évidemment, dans un contexte d'une communauté spécifique, ça sonne comme un besoin criant. Si les gens disent, oh, on aimerait refaire ça, Mhm. c'est parce qu'il y a une volonté de s'inscrire et de participer. Tu sais, au centre-ville d'Ottawa, il y a des centres de jour pour aînés, par exemple, qui offrent ce type d'activité-là. Mais si c'est pas répandu dans votre communauté, il y a peut-être des vides ou des manques. Et puis, est-ce que c'est des activités d'apprentissage? Moi, ma perception, c'est que c'est relié à votre mission parce que c'est quand même de l'apprentissage, même si c'est du domaine du loisir. C'est ça. C'est de la littératie artisanale, comme un cours de Ouais. menuiserie qu'on offre. C'est à Même propos chose. ouais, c'est des métiers, là. Je veux dire, ça C'est rentre dans ça, notre c'est de mission. C'est l'apprentissage. ça, oui. Puis aussi, on pourrait même faire l'argument que ça favorise l'habitude d'apprentissage à vie et que ça pourrait peut-être même encourager des gens à devenir clients des services principaux. Ça nous rend visible, comme on dit. C'est ça le but. Oui, excellent exemple. Merci, Joanne. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Sinon, passons au prochain chantier. Les commandites, du sponsorship. Euh, Texaco at the Opera 1920 à la radio aux États-Unis, c'est la première commandite. Certains d'entre vous, comme moi, ont grandi avec la soirée du hockey Molson. Euh, il y a des commanditaires partout maintenant. Les Olympiques, c'est plein de commandites. Euh, c'est un secteur qui a vraiment grandi depuis les années 90. Et en Ontario français, il y a quand même une bonne présence de cet instrument-là pour générer des revenus. Le but, c'est vraiment de faire des partenariats avec des entreprises pour obtenir des fonds pour vos activités. Puis quand on dit entreprise, moi, je le prends au sens large. Il y a des organismes qui réussissent à aller chercher l'ensemble des commerçants de leur communauté à coût de 200 dollars chaque et puis qui vont chercher un 2000 ou un 4000 dollars pour faire quelque chose. Mais il y a aussi des organismes qui vont chercher des commandites d'institutions francophones, autant les caisses que le Collège boréal, que des hôpitaux, que des conseils scolaires.
Les institutions en Ontario français, il y en a quand même 27, il y a 13 conseils, il y a 2 collèges, il y a 6 universités francophones ou bilingues, il y a TFO. Euh, Ce réseau-là a des besoins de rejoindre la communauté pour promouvoir leurs services. Et de plus en plus, ils s'engagent comme commanditaires dans des projets de la communauté. Donc, quand on dit commandite, il ne faut pas juste penser Coca-Cola. Il faut aussi penser, on a une possibilité d'aller vendre quelque chose dans le domaine du marketing à des gens qui nous investiraient des sous dans nos activités. Essentiellement, quand quelqu'un décide d'être commanditaire, c'est parce qu'ils veulent associer leur boîte à la vôtre et à la mission que vous réalisez, le bien que vous faites dans la communauté et l'impact social que vous avez. Parce que il y a comme une co-association et c'est la population a tendance à bien voir les commerçants ou les institutions qui appuient la communauté. Donc, vous avez une valeur dans la mission et dans la qualité du travail que vous faites et les vies que vous changez. Je vous parlais de ma mère qui enseignait la lecture de manière bénévole à des gens, pas juste reliés à l'emploi, mais entre autres des clients de l'intégration communautaire. Essentiellement, ce travail-là qui est œuvre utile a une valeur positive dans la communauté. Et puis, on peut associer des gens à ce que vous faites. Ce qu'il faut faire, c'est est-ce qu'il y a des plateformes ou des activités ou des choses comme des actifs que vous avez? Si vous avez une soirée de reconnaissance des bénévoles, par exemple, à chaque année, ou une journée porte ouverte, ou une activité annuelle, un pique-nique communautaire que c'est vous qui organisez, est-ce qu'on pourrait rattacher des commanditaires à cela? Il y a une méthodologie que je peux vous faire parvenir. C'est un 6 pages là, de stratégie super détaillée. Je vous l'envoie sur demande seulement parce que si vous êtes sérieux puis vous voulez bâtir, on a des exemples de trousses, on a des exemples de grilles. Est-ce qu'un commanditaire or, c'est 200 ou 1000 $? Il y a plein de façons de figurer ces choses-là. Puis ça, j'ai vendu de la commandite d'événements, moi, de 95 à 2002, donc je connais beaucoup ce créneau-là. Et puis, je peux vous aider à bâtir un outil très simple. Pour vous dire comment simple que c'est, je suis au CA de l'Orignal-Déchaîné, le journal étudiant de la Laurentienne, et on a été chercher 2500 cette année, 5 commanditaires de 500 $. C'est un journal qui publie 6 fois par année sur le campus pour les 500 étudiants. On a été chercher le Carrefour francophone de Sudbury, l'AEFO, le conseil scolaire public, le conseil scolaire catholique, la Fondation franco-ontarienne, et ils ont chacun mis 500 $ dans notre programme d'activité pour nous appuyer comme journal. Ces sous-là, ils n'étaient pas là avant, puis la baisse d'étudiants à la Laurentienne a baissé les cotisations du journal. On a été chercher des commanditaires pour comme renflouer le budget. On a fait un PowerPoint, on a fait une grille, puis on a fait une dizaine de présentations à des organismes, puis on a eu 2500 $. Fait que ça se fait, essentiellement, ma suggestion. Est-ce que ça va générer quelques milliers de dollars, peut-être 2, 5, 10 pour vous? Si vous aviez 10 000 de plus dans votre budget, peut-être que vous pourriez faire quelque chose que vous ne faites pas comme c'est là. Et puis, ces sommes-là, dans la mesure où vous donnez la reconnaissance puis la visibilité aux commanditaires, leur logo sur le site web, une présentation, peut-être un speech d'1 minute à votre pique-nique pour dire comment ils sont fiers de s'associer à vous. Il y a des choses qu'il faut faire pour répondre à leurs besoins, mais ce 5-10 000-là, il pourrait être dépensé sur des choses que vous n'arrivez pas à financer présentement. Donc, essentiellement, il faut leur expliquer que c'est bon pour eux de vous appuyer avec des reconnaissances comme le logo, la mention sur votre site web, des choses comme ça. Puis, si vous faites une activité ou un événement, normalement, c'est encore mieux parce que c'est live, c'est dans la communauté. Et puis, la beauté des commandites, c'est, moi, je pense que l'an prochain, l'Orignal va aller chercher 3000 ou 3005. En partant, on va renouveler les 5. Donc, à un moment donné, tu sais, quand on dit une subvention de projet, ça te donne 25 000 au bout de 6 mois ou 1 an, il faut refaire tout le processus. Quand vous instaurez un programme de commandite et que vous allez chercher, disons, 4 200, l'an d'après, le 4 200, il y en a peut-être un qui va tomber, puis vous allez en rajouter 3 autres. Vous êtes peut-être à 5 000 avec à peu près 20 de l'effort de la première année. Puis là, l'année 3, l'année 4, l'année 5,
quand un commanditaire voit la pertinence d'appuyer un organisme et puis qu'ils ont une reconnaissance dans la communauté, normalement, ça devient une dépense récurrente de marketing ou d'engagement communautaire pour eux. Ça fait que la beauté de la commandite, c'est un peu de travail à monter, du travail de démarchage, on envoie des propositions, on fait des rencontres, on signe des contrats, on ajuste notre site web, on crée peut-être une bannière qu'on va mettre à l'événement, tout ça. Mais à un moment donné, on génère des revenus, puis 2, 3, 4, 5 ans après, sont renouvelables. On fait un rapport aux commanditaires à chaque année qui les remercie puis qui leur explique comment on les a reconnus. Et on va chercher des budgets marketing pour générer des revenus pour nous. Fait qu'on crée des packages. Je peux vous donner des exemples. Au niveau de la tarification, j'ai une formule que je peux appliquer avec vous pour vous aider à déterminer si c'est 500 ou 1000 ou quoi que ce soit. C'est une formule qui inclut la valeur marchande de ce que vous offrez, puis un facteur multiplicatif selon le branding puis la crédibilité de votre organisme dans la communauté. Et puis, essentiellement, ces packages-là, genre commanditaire or, argent, bronze, ça devient une trousse. On crée une liste de 5, 10, 20, 30 commanditaires. On leur envoie un courriel leur proposant une rencontre. S'ils disent oui, on leur donne le package. On leur propose de le considérer. Vas-y, Guylaine. Oui, merci Luc. Je voulais juste mentionner que souvent dans les communautés, les caisses ou autres auraient le mandat d'offrir des commandites, faire des commandites pour le Oui. développement communautaire. Comme moi, à North Bay, à Sturgeon Falls, j'ai eu un beau 15 000 de commandite de la Caisse Alliance, Alliance, puis j'avais pas besoin de faire un gros rapport, j'ai juste soumis la demande, puis la proposition de la raison pour laquelle j'avais besoin de ces argents, puis ils ont accepté, ils m'ont offert la possibilité d'avoir cette commandite. C'est ça. Puis, évidemment, pour les caisses, j'ai les deux liens. Territoire Alliance, essentiellement la route 11, Sturgeon Falls, c'est la Caisse Alliance. Pour les autres, c'est la Caisse Desjardins. Ils ont chacun un programme de commandite et d'investissement dans la communauté, mais dépendant où est notre territoire desservi, c'est un ou l'autre. Et ça, je peux vous guider là-dedans aussi. Je vais juste cliquer là-dessus quand je dis créer. Est-ce que vous voyez ceci? En commandite, la grille de pricing, la méthodologie. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait avec l'Orignal. Introduction, notre mission, pourquoi devenir partenaire, visibilité, soutien communautaire, des exemples sur notre site web, comment on va vous reconnaître. Partenaire majeur 2000, on n'a pas vendu une, mais on avait une option à 500, c'est celle-là qui a vendu. Il n'y avait pas de logo, il y avait juste un hyperlien. Nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire avec le journal? Des stats, on a des gens qui visitent notre site web, qui lisent le journal. Merci. C'est tout. Ça, c'était notre pitch commandite. Fait que ça se présentait en comme 4 minutes dans une rencontre vidéo avec le commanditaire potentiel. Là, je retourne à mes diapos, là. J'ai divagué un petit peu. Donc, il y a de l'effort de vente, de suivi, de mise en œuvre, de reddition de compte pour négocier. À un moment donné, les gens voulaient 500, mais ils voulaient la visibilité de 2000. On a dû dire non, mais on a fait des suggestions OK, on va vous reconnaître dans le journal écrit aussi, pas juste le site web. Puis, au fil des ans, on évalue l'impact puis on essaye de stabiliser ce revenu-là. Donc, à vous la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des démarches similaires dans leur communauté? Nous, on l'a fait encore, c'est avec l'ACFO Témiscamingue. On est à notre 3e année. Puis c'est justement suite à une consultation avec Impact ON sur de voir notre gouvernance et tout ça. Puis il avait fait une analyse, puis évidemment, je pense que 85-90% ou peut-être même, en tout cas, de notre financement venait des subventions gouvernementales. Puis c'est là qu'il nous a parlé de l'importance de diversifier. Puis ça fait 3 ans. Puis ce que j'aime beaucoup, la première année, je pense qu'on a eu 6 000. Évidemment, c'est un peu plus gros. Mais là, l'année passée, on a eu 11. Fait que, tu sais, ça a juste... Félicitations. C'est parce qu'on commence.
puis on entame notre troisième campagne, là. Mais déjà là, hein, les gens, tu sais, je regarde qu'on a eu des commandites à 750, ben là, ils s'en vont à 1000. Tu sais, comme à quelque part, c'est... Puis ce que j'aime de ça, c'est, à un moment donné, tu t'en vas à une activité, évidemment, on fait des activités pour les francophones de la région, mais à un moment donné, il y a beaucoup de francophones qui vont là, puis ils disent, ah, comment ça fait que toi, ton logo est là? Ah, comment ça fait que toi, ta bannière est là? Fait que là, bang, ça pose des questions, ça... Fait que déjà là, on est en train de... Déjà, il y en a qui sont venus jouer au golf, à notre tournoi de golf. Il a dit, comment ça fait? Nous autres, on n'a pas été approchés. Fait que ça vient juste tout, là. Tu sais, au niveau de l'investissement de temps et d'énergie, oui, le commencer, c'était peut-être tough, mais je vois là que ça peut juste vraiment Ouais, après aider. 2 ans et demi, c'est plus clair. Oui, Il absolument. faut, il faut, d'après moi, Annick, garder le processus simple. Oui. Ça semble être ce que vous avez fait. Euh, Là-dessus, il y a La seule deux chose options. qu'on a ajouté, nous autres, c'est des Vas-y. billets gratuits selon la commandite. Parce que nous autres, c'est des activités pour la communauté. Fait une commandite de 1000 te donne 4 billets à la Saint-Jean puis 4 billets au brunch des organismes. Tandis que Ah, deux OK. billets, deux billets. Et avant, on mettait beaucoup, puis c'est les commanditaires, ils ont dit, tu peux pas toujours nous donner des billets, là. On Ouais. comprend que vous nous en donnez, mais slacker. Fait. En tout cas, il y a des beaux échanges qui se passent entre les partenaires et nous. Si ça vous intéresse, lorsque vous regardez cela, il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez vendre vos commandites par activité ou bien, si vous en avez plusieurs, mais l'autre option, c'est d'avoir comme genre des partenaires annuels et puis ils ont de la visibilité dans, exemple, vos 4 activités. C'est C'est exactement probablement, ça. c'est ça Ils que ont vous avez fait. les Donc, séminaires. ils sont sur le site web, ils sont partenaires de l'ACFO dans ce cas ici, et puis ils sont en train d'être reconnus dans différentes activités. Si vous faites plus qu'une activité, quelqu'un qui fait juste comme genre un spectacle dans l'année, tu pourrais genre juste vendre la commandite du spectacle. C'est un Mais peu pourquoi qu'on est allé à ce programme-là, par contre, parce que justement, on faisait des demandes de commandites 4, 5 fois par année selon les activités. Mais là, on voulait mettre fin à ça, puis en faire un de commandite annuel. Puis ils ont justement toutes ces reconnaissances-là à toutes les activités, mais en plus, ils ont une coupe de billets gratuits, là. tu as trouvé ça plus efficace de faire une approche annuelle? OK. Merci, Annick. Entre Tiz et Joanne, j'ai pas vu qui était en premier. Je pense que c'était Joanne. Joanne. Vas-y, Joanne, ensuite Ouais, Tiz. ma question, c'est les commandites, est-ce que ça vient de notre communauté? À Ben, qui qu'on fait les demandes? vous pourriez approcher les commerçants de votre communauté ainsi que les caisses boréales, la Laurentienne, par exemple, euh, et puis voir s'il y a de l'intérêt chez ces institutions-là d'investir à Chapelot. Donc, c'est pas nécessairement seulement dans votre territoire, les boîtes qui ont ou les 2 conseils scolaires, euh, les boîtes qui ont une présence dans votre communauté, mais qui ont un siège social ailleurs, pourraient être approchées également. Puis si je peux ajouter à ça, Joanne, va plus loin. Demande pas juste aux francophones. Nous autres, on a des commanditaires francophiles qui veulent aussi nous appuyer. Fait on peut demander à n'importe qui finalement. Ça va, Joanne? On peut demander à Tizi de Oui, prendre. c'est ça. Merci beaucoup. Merci, OK. Joanne. Merci, Annick. Vas-y, Tiz. Merci. So, ma question, c'était juste pour les commandites, c'est non seulement pour comme des événements ou des activités, est-ce que on peut demander des commandites pour d'autres choses? Oui, vous pourriez avoir, exemple, un programme de formation spéciale qui n'est pas financé par le ministère. Euh, je vais inventer un exemple farfelu, là. Des ateliers de formation sur les émojis pour les aînés, pour qu'ils communiquent mieux avec leurs petits-enfants, parce que souvent, ils n'osent pas user des emojis parce qu'ils ne veulent pas être mal vus ou avoir l'air ridicule en utilisant le mauvais. Moi, j'ai ce risque-là aussi là, quand j'écris à ma fille, même si j'ai juste 58. Euh, donc, vous feriez 5 formations par année, puis vous rejoignez 100 aînés. Ben, vous pourriez proposer un commanditaire d'être commanditaire de l'activité, même si vous avez une subvention, exemple, du programme aîné, vous pourriez prévoir que pour 1000 $, le commanditaire s'associe au programme des formations que vous créez. Faut vraiment que le fil conducteur, c'est sûr que la commandite aime les événements, comme
il y a comme un lien, mais la chose la plus importante, c'est dans la réalisation de votre mission, vous rejoignez des gens. Donc, s'ils sont en train de recevoir un service, souvent comme un service individuel de counseling ou d'appui, normalement, ça intéresse moins les commanditaires, mais disons que c'est un atelier où il y a 15 personnes 5 fois, là, ils s'intéressent parce que là, c'est comme des mini-événements. Ça fait que ça n'a pas besoin d'être des événements comme tels, mais normalement, les commanditaires s'associent à votre organisme en général et aussi à vos activités publiques où les gens participent de la communauté. D'accord, merci. Puis, comme Annick disait, c'est peut-être en faisant un projet pilote où vous testez les choses tu sais, genre, moi, je crois toujours dans des cas comme ça de pourquoi on n'essaie pas un mini projet pilote avec, comme on prend la trousse de l'Orignal, on l'adapte et puis on fait un test avec genre 5 commanditaires potentiels pour une activité dans la prochaine année. Puis si on réussit à aller chercher 1 500 $, ben peut-être que l'année d'après, on vise 5 000. Mais tu sais, l'effort de bâtir, puis d'approcher, puis d'essayer de livrer pour 5 commanditaires, s'il y en a 3 qui embarquent, par exemple, à 500 $, c'est beaucoup moins grave en termes d'effort que bâtir genre une grosse campagne de commandite avec plein d'activités, puis plein de visibilité, puis tout ça. Genre, c'est toujours, on commence avec des petits projets qui ont du succès, puis ensuite on les laisse grandir. C'est probablement le cas d'Annick aussi, là, avec son expérience. Guylaine? Je voulais juste te demander, Luc, est-ce que c'est pour les commandites des entreprises de la communauté, est-ce que ça peut aussi être parce que le centre a un besoin spécifique, par exemple, d'achat de meubles, puis n'a pas la possibilité, là, tu sais, ou les fonds nécessaires pour le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible dans ce côté-ci? Oui. Normalement, l'entreprise va vouloir vous donner un rabais sur l'achat plutôt que de fournir l'ensemble de l'équipement. Mais ça vaut la peine de demander les commerçants dans votre région qui offrent des produits dont vous avez besoin. Si vous arrivez à pas le payer à travers votre subvention de base, mais le payer à travers une commandite, ça libère des fonds dans votre subvention opérationnelle pour faire d'autres travaux. Donc, vous pourriez, comme exemple, la vérification comptable. Si vous avez des états financiers qui sont revus par une firme, l'Orignal déchaîné, on paye 1 600 $ à Baker Tilly. Ils nous ont donné un rabais de 500 $ en retour de la visibilité. Fait on a sauvé 500$ essentiellement en mettant leur mention sur notre site web. Donc, c'est pas un meuble, mais c'est un exemple où on peut, au lieu d'aller chercher un chèque d'un commanditaire, on peut économiser des sous qu'on dépenserait anyways. Annick? Un peu ça, je veux savoir c'est quoi la bonne expression. Parce que on dit en biens et services. Oui, échange de services, biens et services. Mais c'est parce que service, j'aime moins le nom. Comme il n'y a pas un meilleur mot pour ça. Ben, ça pourrait être produit commandité. Dans le cas de Baker Tilly, pour les comptabilités, c'est un service commandité parce qu'ils font le service professionnel puis ils offrent un rabais. C'est genre, tout ce qui est service professionnel, comme avocat ou comptable, ils ont dans leur ordre. Fait que c'est service quand même. Ça peut être service. Mais le mot-clé, c'est un échange. Il n'y a pas nécessairement une facture. C'est Comme ça. là, ce qui arrive avec Baker, c'est nous autres, dans notre budget, il y a 1600. La facture, elle rentre à 1100. Et donc, on économise. Fait qu'on fait une écriture comptable, échange de services, 500 $, Baker Tilly, revenu, échange de services. Et là, il y a 500 de moins qui sortent de notre compte de banque. Ça fait qu'on a fait le gain. T'sais, si quelqu'un dit, ben écoute, je vais te donner des stylos pour tous tes apprenants, ben ça, c'est une autre sorte d'échange de services. Ça répond uniquement aux objectifs de marketing du commanditaire et ça ne vous sauve pas une scène. Moi, je dis non à ça. Ou je leur dis, ben, si vous mettez 500, vous allez avoir le droit de donner en plus vos stylos. Mais si tu ne me fais pas un chèque de 500, je ne peux pas distribuer tes stylos. Là. C'est exactement ce qu'on a fait. Puis c'est difficile puis des fois. les commerces s'essayent.
Les commerces vont s'essayer. Ah, ben, tu sais, les gens veulent savoir c'est quoi les assurances et le placement financier. Donc, je vais vous donner le privilège de distribuer mon dépliant à vos apprenants. Non. Deviens commanditaire et peut-être qu'on va distribuer un dépliant à nos clients. Fait que, tu sais, il faut faire attention. La décision, elle est très simple. Y a-t-il un impact réel de rentrée d'argent ou d'économie de dépenses dans nos états financiers? Si oui, c'est une vraie commandite. Le reste, c'est du fluff essentiellement. Puis, il n'y a rien de mal à l'accepter. Moi, j'essaie de l'offrir juste aux commanditaires qui mettent de l'argent, ces extras-là. Sinon, tu es en train de comme, rendre service à un commerce sans voir un retour pour toi. Peut-être tu vas le faire à un an, hein, parce que l'an d'après, tu penses que tu vas aller chercher 500 pièces d'eux autres. Il y a des exemples comme ça, mais ça, souvent, c'est de l'intuition, right? Vous êtes des gestionnaires, des coordonnateurs, des formateurs, vous travaillez avec la communauté, vous avez une expérience de vie et une expérience professionnelle. Quand on tente des choses comme ça, souvent, c'est la petite voix à l'intérieur qui me dit, ah, peut-être, non, ça, j'aime pas ça. Je dis non. Cool. Ben, merci de votre intérêt de ce côté-là. C'est un des 4 chantiers. Il a l'avantage de, oui, comme on dit, il y a un peu de travail de structuré pour lequel je peux vous appuyer. Mais comme Annick disait, une fois que c'est installé, ça peut vous aider à les chercher 2, 5, 10, peut-être plus. Ça dépend vraiment là, du type d'activité. Puis je peux vous aider à déterminer un peu c'est quoi le potentiel dans une rencontre. Le 4e chantier, c'est tout ce qui est donations, dons, prélèvement de fonds, levée de fonds, euh, collecte de fonds. Il y a 38 façons de le dire, là. Mais essentiellement, c'est des sommes qui rentrent par des gens ou des entreprises qui veulent juste appuyer votre mission, qui sont motivés à vous donner de l'argent. Tu sais, moi, je donne aux amputés de guerre pour la petite key tag là, à chaque année. Pourquoi je le donne? Je fais tellement longtemps que des fois, je me rappelle même plus, là. Mais j'appuie cette cause-là et je donne mon 25 pièces à chaque année. Puis cette boîte-là va chercher 25 pièces de moi à bon an, mal an. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est m'émettre mon reçu puis m'envoyer une lettre puis ma petite key tag, là, tu sais. Ce domaine-là, il peut être ultra simple ou il peut être ultra complexe. Tu sais, si l'hôpital de Hearst veut bâtir un nouveau pavillon, ben, puis ils ont besoin de 8 millions, ben, ils vont faire une campagne de philanthropie avec des donateurs, puis toutes les compagnies de bois vont être approchées pour mettre 500 000 chaque. Ça, c'est huge, là. Mais il y a moyen de faire quelque chose de très, très simple aussi dans ce domaine-là. Mais on peut aller chercher un peu d'argent pour notre organisme en créant des campagnes de dons, puis aussi avec notre rapport annuel, avec les résultats qu'on offre. Si vous desservez 60 apprenants, si vous aidez 60 personnes dans votre communauté à faire de l'apprentissage à vie, ça, c'est des statistiques intéressantes pour les donateurs. Puis oui, ça peut être compliqué, tu as besoin d'une base de données. Il y en a qui font des événements de levée de fonds. Il faut que ça soit en lien avec l'organisation, évidemment. Mais il y a différentes options que vous pouvez considérer. Dans votre cas, je ne propose pas les cotisations, comme il y a des organismes qui vont vendre des cartes de membres à 5 ou 10 ou 20 pièces chaque. Dans votre créneau, je ne le recommande pas. Au niveau des dons individuels, les dons annuels, les dons planifiés, comme quelqu'un qui dit ben, mon assurance vie de 10 000 pièces, j'en ai plus besoin, je nomme votre organisme comme bénéficiaire. Si vous n'avez pas un numéro de charité de Revenu Canada, ce qui est très rare dans votre créneau, les gros dons planifiés, c'est peut-être pas une bonne idée. Les événements de levée de fonds, on est en train de faire un événement avec comme but de générer un profit. Donc, il y a de l'effort, il y a du bénévolat, il y a des coûts directs comme payer le terrain de golf. Il y a reconnaître les commanditaires, vendre les foursomes. Et puis là, disons qu'on a 10 000 de dépenses puis 20 000 de revenus. On a fait 10 000, mais on a mis 10 000 en dépenses, puis on a mis peut-être une valeur de 5 000 en bénévolat. Il y a plein d'options à considérer. Il y a la levée de fonds numérique aussi. Là, il y a une affaire qui s'appelle FundScript, où tu peux encourager le monde à acheter des cartes cadeaux, puis l'organisme reçoit comme 1%. Les équipes de hockey font ça pour des tournois. Il y a le sociofinancement comme les GoFundMe, là, tu sais. Mais pour votre créneau, il y a peut-être
peu de choses à considérer, pas beaucoup, mais il faut le considérer pareil. Vas-y, Annick. Ma question, c'est parce que tu connais beaucoup les subventions et ces choses-là. On est allé voir la pertinence d'une carte de membre. Puis, par le passé, une carte de membre te donnait accès à un courriel par mois pour te dire les activités qui se passaient. Mais là, oublie ça, là, c'est la page Facebook. Ouais. Tout ce que la carte de membre, à part le fait qu'ils peuvent avoir un vote à l'AGA, on trouvait qu'il n'y avait pas de pertinence à une carte de membre. Mais est-ce que je me trompe? Est-ce que une carte de membre serait une preuve que nous avons un certain nombre de partenaires, si tu veux, pour que quand on fait des demandes de subvention, on est capable de dire, ben, on a vendu 185 cartes de membres, puis ça peut nous aider à nous donner des points quand on fait des demandes. Est-ce que ça serait une des raisons qu'on voudrait le maintenir? Parce que sinon, c'est onéreux, right? La tendance dans le secteur à but non lucratif, c'est de délaisser cette sollicitation-là et puis plutôt collecter des statistiques comme adeptes Facebook, abonnés à l'infolette, participants aux activités, nombre de personnes à l'AGA. Donc, ces arguments-là prennent la place de la membriété pour justifier la présence de l'organisme dans la communauté. Puis, essentiellement, tenir la base à données, achaler le monde. Il y a une astuce que moi, je recommande aux gens. Il y a plein d'organismes qui automatisent les dons. Il y en a un qui s'appelle Canadon, C-A-N-A-D-O-N. C'est une plateforme numérique qui permet de mettre un bouton sur ton site web. Les gens peuvent faire un don à ton organisme. Et puis, Canadon gère et émet les reçus si tu es à but charitable. Et sinon, il collecte l'argent puis il te l'envoie si tu n'es pas à but charitable. Puis, il y a un mythe par rapport aux dons. Les gens pensent, oh my God, il faut que j'aie un numéro de charité pour solliciter des dons. Œuvre de bienfaisance. C'est faux. Il n'y a pas de règlement ou de loi qui empêche un organisme à but non lucratif de dire à la communauté, faites-moi un don. Comme exemple, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, qui est un organisme provincial qui regroupe les centres d'hébergement partout en province. Eux, ils font aussi du lobby politique pour les causes féministes et lutter contre la violence faite aux femmes. Mais vu qu'ils sont provinciaux et qu'ils font du lobbying, ils n'ont pas de numéro de charité. Ils ont quand même un bouton et on peut faire un don à l'organisme parce que l'organisme a sa pertinence, parce qu'il rassemble tous les centres puis ils font des projets communs. Il y a des gens qui donnent à l'organisme provincial. Ils cliquent sur Canadon, ils font leur don, ils n'ont pas une option de reçu. Ils disent oui, pareil, ils donnent 50 $. Et puis, Action ontarienne reçoit le 50 $, moins 1% de frais d'administration de la plateforme. Donc, essentiellement, il n'y a rien qui ne vous empêche de mettre le bouton Canadon sur votre site, qui est très peu de travail, et le voir au bout de 6 mois, 1 an, ça a-tu généré comme 5 $, 100 $, 300 $? Est-ce qu'on fait une campagne par la suite? Est-ce qu'on le mentionne dans des posts Facebook 2 fois par année? Ou surtout, comme dans le cas d'Annick, aux gens à qui on a fait des démarches de carte de membre, est-ce qu'on leur dit, nous vous proposons plutôt de faire un don? Et voici le lien. Donc, tes 185, tu leur envoies un courriel en disant, plutôt que la carte de membre, et là, tu structures dans Canadon, don ponctuel, don mensuel, 1 $, 5 $, qui est 60 $ par mois ou 12 $, 60 $ par année ou 12 $. Autre option, communiquer avec nous, tu sais. Et puis là, disons que ta carte de membre est à 50 $, ben là, tu essaies de structurer ça pour que ceux qui tiennent encore à soutenir l'organisme font juste faire ça au lieu de... Puis là, tu peux cocher pour avoir un don récurrent qui sort de ta carte de crédit et puis qui est comme jusqu'à ce que toi, tu l'annules, il continue. Fait que là, il n'y a plus de gestion pour renouveler les membres. Puis on s'entend, c'était pas l'idée de l'argent, le petit 5 $ qu'on ramassait. C'était pas ça, la grosse affaire. C'est ça. La personne avait instauré ça dans le temps pour se donner des membres pour pouvoir faire des demandes de subvention. C'est plus nécessaire, c'est correct selon si on moi. arrête ça. D'après moi, oui.
Tu peux m'écrire un courriel si tu veux partager un courriel avec ton CA. Écris-moi un courriel, puis avec la question, je vais t'expliquer le raisonnement, puis tu pourras Super. utiliser cela. Je vais passer rapidement sur chacun des activités de levée de fonds parce que le temps file. Les événements, il faut que ça soit rentable. Tu sais, je parlais des revenus puis les coûts d'organisation, le bénévolat, l'impact sur l'équipe. Tu ne veux pas mobiliser une formatrice pendant 3 mois pour faire une activité qui va générer 10 000 $. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Et puis, il y en a qui font des activités pour être visibles dans la communauté aussi. Tu sais, ça peut être une vente de garage, soirée bénéfice, des tournois. Il y a tellement de types d'événements de levée de fonds. J'étais allé à un bazar récemment. Tu sais, il y a plein de choses. Il y a les cotisations. Les désavantages, on en a parlé, c'est peu de revenus, c'est beaucoup de travail. Si tu as une grosse base de membriété, là, ça vaut la peine, mais autrement, les gens sont en train de délaisser ça. C'est sûr que les dons, ça a rapport à un lien émotionnel que les gens ont avec. Moi, si le centre de formation de Nipissing m'approcherait et dirait fais un don annuel, à cause de l'engagement de ma mère, probablement je dirais oui. Mais ils ne m'ont pas approché encore. Je cours pas après, là. Mais si Yair disait Luc, va sur mon site et Pays Canada et fais un don récurrent, je vous ai parlé de mon lien avec cet organisme-là, je serais probablement willing de prendre de l'argent de mon budget personnel familial pour ça. Luc, fais Évidemment, attention, je vais aller en parler à Yahi que la prochaine fois, ah je vais ouais, venir. fort. Ah ouais, fort. Essentiellement, pour faire des dons, il y a Stripe, PayPal, Canadon. Je vous montre très rapidement. Tu vois, le compte Canadon, tu as accès à tes reçus, tu gères tes dons mensuels, tu collectes des fonds. C'est vraiment... j'ai de la misère avec ça, là. Il faut que je retourne dans... Puis, il faut avoir une liste de gens qui t'approchent ou le bouton sur le site, puis de la documentation. J'ai parlé tantôt de FundScript, il y a FlipGive égal, c'est des cartes cadeaux. Tu sais, s'il y a un paquet de gens qui veulent faire des choses pour appuyer l'organisme, ça, c'est une façon de le faire. Parce qu'essentiellement, au lieu d'acheter une carte Tim Hortons au Tim de 50 $ pour donner à quelqu'un à Noël, tu l'achètes là-dedans, puis l'organisme reçoit 1 ou 2 tout ce qui est les GoFundMe, si tu as vraiment quelque chose, un projet très spécifique, c'est comme quelqu'un passe au feu, des affaires de même, ça marche très bien pour ça. C'est moins transférable, je pense, dans votre créneau. Donc, parlez-moi rapidement des défis que vous rencontrez. Est-ce qu'il y a des gens qui font des collectes de dons? Si oui, dites-nous-le. Puis sinon, moi, ma suggestion, c'est de considérer le bouton Canadon pour l'essayer pendant 1 an, voir si c'est possible de générer un peu d'argent. Là encore, je peux vous aider avec ça. Donc, personne n'en fait activement, pas de problème. Oh, une pause! Oh my God! Il est 3h moins 5. Je passe rapidement. Il y a des pièges au niveau du financement. Le gros piège, c'est trouver un programme de 10 000 $, inventer un projet, aller chercher l'argent, puis ça n'a même pas rapport à votre mission. Je pense que vous êtes assez occupé pour ne pas faire ça. Je ne pense pas que c'est un risque majeur. Penser qu'on n'a pas le temps, ça, oui, c'est peut-être applicable parce que vous êtes sur-sollicité. Mais si vous êtes dépendant à une ou deux sources, vous manquez probablement des opportunités par manque de temps. L'astuce, c'est d'être prudent, tenir une liste de vos initiatives, un peu ce que je suggérais à Tiz, identifier 2 ou 3 projets, puis ensuite magasiner des programmes. Puis ensuite, ça va peut-être vous tenter de prendre le temps. Miser juste sur le financement gouvernemental, ça mène à une dépendance. On peut, si la politique change, puis il n'y a pas de flexibilité pour les services qu'on offre, les projets qu'on fait, c'est sûr qu'avoir un bailleur de fonds principal à 90-95 %, ça mène à ce risque-là. Donc, l'astuce, c'est de considérer l'autofinancement. Et un autre piège, c'est d'y aller par sprint, comme on se rencontre le 5 décembre quand il est né, on peut aller chercher 25 000, puis là, on tasse tout le reste, on travaille 2 semaines là-dessus, puis on se brûle. C'est mieux de mettre un petit peu de temps, peut-être 30 minutes par semaine, pour essayer de voir si on peut développer ça dans le temps, puis qu'au bout de 3 ou 6 mois,
C'est 26 semaines fois 30, c'est 13 heures en 6 mois. Si on met 13 heures en 6 mois, on n'est pas en train de fonctionner par sprint. On est en train de considérer un petit peu à chaque semaine de faire ça. L'autre piège, c'est pas s'en préoccuper, pas être actif au niveau de gérer les proportions de financement qu'on a. Euh, L'astuce, c'est vraiment d'intégrer ça dans sa planification, mettre un petit peu de temps là-dessus. Puis l'impact à long terme de ça, c'est que la sécurité financière de l'organisme elle va être plus forte si vous avez plus qu'une source de subvention qui rentre. Donc, une bonne stratégie, c'est pas compliqué. Moi, j'ai une entreprise, j'ai une fonction de développement des affaires. Je passe du temps chaque semaine sur essayer de développer pour rentrer des nouveaux revenus. Je mets un petit peu de temps là-dessus à chaque jour. Ben, cette approche-là de développer des nouvelles choses, si on veut que notre budget grossisse, c'est ça présuppose qu'on met un peu de temps à chaque jour, à chaque semaine. Puis c'est vraiment, si vous faites de la vente de commandites, c'est comme l'effet entonnoir. Si vous approchez 5 commanditaires, puis il y en a 3 qui embarquent, vous avez déjà conquis quelque chose. Au niveau des subventions, la norme, c'est 1 sur 2 à 1 sur 4. Donc, si vous en écrivez 4, les chances d'en avoir une sont très bonnes dans la prochaine année. T'sais? Donc, on parlait des résumés de projets. Je peux faire des sessions avec vous là-dessus. L'infolette vous permet d'analyser les programmes. Vous pouvez prendre des décisions aux 2 semaines, puis essayer de prévoir du temps là, pour tout ça. Donc, je vous laisse avec cette question-là. On manque de temps pour y répondre, mais comment est-ce qu'on pourrait mieux vous appuyer? Essentiellement, vous pouvez m'écrire directement ou écrire à quiconque à la COFA et puis je peux vous booker une session puis vous appuyer, vous aider à trier tout ça. Je veux juste mentionner, Luc, au sondage, il y a OK? une question qui vous demande si vous voulez avoir de l'appui de Luc. Alors, vous avez OK? qu'à partager vos informations. Et puis, le sondage, il est dans le clavardage si vous voulez y aller tout de suite. Mais aussi, j'ai mis les informations de Luc si vous voulez communiquer avec Luc directement. Aucun problème, peu importe. Et puis, je vais conclure en disant que c'est possible de viser haut. On peut rêver, on peut répondre aux besoins de notre communauté, même si on a un organisme qui n'a pas un chiffre d'affaires énorme. Si on est dans le 50 000 ou le 100 000 ou le 200 000, on est dans la moyenne des organismes communautaires locaux. Il y a des organismes communautaires qui ont des chiffres d'affaires dans les millions aussi. Il y en a qui ont des chiffres d'affaires de 10 000 puis qui runnent juste en bénévole. C'est pas grave. Quand on a des projets, puis on a des besoins, puis on a une mission, puis on la fait à chaque jour, il y a un potentiel pour aller chercher des ressources pour en faire plus. Puis être un petit peu moins serré, stressé avec tout ça. Donc, on est là pour vous appuyer là-dedans. Vous avez déjà d'excellentes habiletés, vous faites du beau travail et on est là pour, dans la stratégie de la COFA de renforcer vos capacités, on est là pour vous appuyer. Donc, merci de vos exemples, vos commentaires. J'apprends toujours à chaque fois que j'échange avec vous. Je laisse le mot de la fin à Annick. C'est pas un mot de la fin, mais juste une petite question. Si on a un Oui. entretien avec toi, est-ce qu'il y a des Oui. coûts associés à ça? Non, moi j'ai un contrat avec la COFA où ils me financent des heures pour accompagner le réseau. Donc, si c'est pour l'organisme membre de la COFA, C'est ça. pas de Allez, ça. problème. Moi, c'est non. Moi, ça serait payant. Si c'est pour l'ACFO Témiscamingue, c'est un service de réponse courriel gratuit que j'offre. Je peux aussi te faire un devis, là, une offre de service, mais j'offre un service de courriel gratuit. Donc, la question par rapport à la carte de membre, formule-moi une question à mon courriel Hockey Amour, parce que si vous pensez que je suis passionné de financement puis de francophonie, parlez-moi pas le hockey. Écrivez-moi sur, si quelqu'un dans votre communauté, comme exemple, si le Centre francophone de Sault-Sainte-Marie a des questions, ils peuvent m'écrire, je vais leur répondre. Normalement, c'est 3-4 paragraphes où je vous donne une piste pour continuer. Puis j'ai créé ce service-là pendant la COVID. J'ai encore 3, 5, 7 personnes qui m'écrivent par semaine. Puis moi, j'aime ça parce que ça me permet de redonner à des organismes qui n'ont pas nécessairement l'intention de donner un contrat à un consultant. Je peux rapidement vous appuyer. Donc, pour tes questions à ACFO, Annick, écris-moi. Parfait. Puis comme Luc a mentionné pour nos membres,
tout est appuyé puis payé par la COFA. Donc, il est consultant avec nous, donc les services de luxe sont gratuits pour vous. Alors, un gros merci, Luc. Excellent. Merci à vous. Continuez Ça l'excellent passait travail que vous vite, faites dans la avec le communauté. sujet. Oui, c'est super. Merci, Lynn. Oui. Alors, merci beaucoup tout le Très monde. intéressant. Merci tout le monde. Excellent. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.